De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour et bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis on est dans un bel aquarium, dans le GTO 4, au salle des congrès de Sheraton à Laval, pour une bonne raison. Oui. Pour le congrès de la CF 77e édition. Puis on vient d'écouter la conférence d'un certain Pascal Justin Boyer, qu'on reçoit avec nous. De quoi tu parles de? Ça va bien? Allô les garçons, ça va bien vous? Ça va Oui, très ça bien. se fait bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu venais tout juste... C'était le lancement officiel du documentaire. Oui. Ça fait maintenant plus de 6 mois que c'est sorti. Tu as eu le temps de voir des réactions. Tu as fait une conférence ici qui a suscité plein de réactions aussi. On a dû te voler de tes fans qui t'imploraient pour des autographes. Mais de faire ça, de voir avec un recul un peu le lancement du documentaire, comment ça te fait sentir? Hey, pour vrai, on est super impressionnés, on est étonnés surtout de la réaction du public qui est vraiment positive et il y en a beaucoup. On a reçu énormément de réactions des médias, autant au Québec, ça c'est super surprenant pour nous autres, un documentaire sur la francophonie, autant consommé au Québec, on s'y attendait vraiment pas. Mais aussi le retour, j'ai reçu plein de DM de mesdames de Regina, de mesdames de Rimouski, de mesdames qui disaient hey, pour vrai, merci, je le savais pas, nanana, fait que ça m'a vraiment beaucoup touché. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que les individus nous remercient pour le documentaire. Il y a un accueil un petit peu plus froid au niveau associatif, puis c'est intéressant cette conversation-là à entreprendre. Mais tu l'as dit à ta conférence, tu viens brasser tes affaires. Mm-hmm. C'est pas un documentaire full jojo, la francophonie, que c'est beau, regarde-nous comment on parle en français partout. Ouais, non. C'est un questionnement. Ben c'est plusieurs questionnements en fait parce que j'ai souvent, puis ça c'est mon expérience personnelle, mais j'ai souvent trouvé que dans les communautés francophones, on adopte un certain statu quo, on essaye de dire que tout le monde est d'accord sur les principes de base, sur les mêmes projets, etc. Puis pour avoir vécu une disparité avec ma communauté quand j'étais en Ontario, ben je me suis demandé est-ce que c'est une réalité qui est vécue ailleurs? Puis par rapport à ça, ben je me suis intéressé à plein de sous-questions, la transmission de la culture, l'immigration, le milieu associatif versus le Québec, les relations qu'on a entre nous autres. Tout ça, c'est venu meubler le documentaire. Fait que c'est pas un documentaire jojo, mais je veux dire, on tape pas sur le clou pendant 1 heure non plus. C'est quand même, j'aime croire que c'est relativement plaisant à regarder, là. Oui, puis il y a quand même quelque chose d'humoristique qui te ressemble aussi beaucoup là-dedans, aussi dans l'approche, qui est quand même très franco-ontarienne d'une certaine façon. Le taux dérision, tout ça, ça fait partie un peu de notre... comment je peux dire, notre culture. Mais on a été élevé par un protéine. Vraiment, c'est d'une certaine façon, absolument. Est-ce que, évidemment, après avoir fait toutes ces rencontres-là, tes connaissances à toi, c'est sûr que se sont multipliées, puis tu dois avoir comme le goût d'avoir une phase 2 à ça, peut-être, de voir où est-ce que tu peux amener la question encore plus loin, puis avec ces genres de conférences-là que tu as eu la chance de faire, est-ce que tu as l'impression de pouvoir justement tweaker certaines choses que tu n'as pas pu faire, évidemment, dans le docu, parce que là, vous rassemblez tout ça, mais là, tu as comme le questionnement qui revient sur la question. Mais je trouve, d'abord et avant tout, j'ai rencontré des gens hyper généreux. Les gens qu'on a rencontrés, ce sont pas des gens qu'on voit tous les jours dans les médias. T'sais, on a des go-to, là, comme n'importe qui. Là, fait qu'on s'est affairé à ne pas avoir de go-to dans notre cas. Puis ça a été des rencontres hyper enrichissantes, super généreuses. Puis ça, je pense que c'est un des highlights les plus importants de ce documentaire-là. C'est sûr que là, moi, ma conjointe Isabelle puis moi, c'est nous autres qui avons créé le dernier Canadien français. Puis là, c'est sûr qu'on est en train de jammer sur un deuxième pan. Qui est relié par son sujet général, là, la francophonie. L'avant-dernier Canadien français. mais c'est pas encore tout à fait à point. En fait, moi, ce que j'ai souvent la réflexion, je l'ai dit dans la conférence, pour moi, dans la vie, le problème, c'est jamais les jeunes, c'est toujours les adultes.
et pourtant, on leur casse du sucre sur le dos à longueur de journée. C'est toujours, tu sais, c'est un peu cliché, hein? On dit toujours de la nouvelle génération, ouais, mais eux autres, ils font ça mal, puis nous autres, on fait ça bien. Tu sais. Ça me gosse, cette espèce de pensée-là. Je trouve que c'est contre-productif. Puis en fait, je pense qu'il y a une grande sagesse qui se cache chez nos jeunes, puis on devrait l'écouter. Parce que je pense que pour la pérennisation de nos communautés, la solution se trouve chez nos jeunes. Fait qu'il faut arrêter de rester dans ce qui se faisait il y a 10 ans, parce que ça a toujours fonctionné, mais puis s'ouvrir aux plus jeunes. T'en parles dans ta conférence aussi, la pérennité, puis ça passe par les jeunes, évidemment, parce qu'à un moment donné... Parce que les jeunes seront plus jeunes, à un moment donné? Puis ils vont vivre plus longtemps que les moins nous jeunes. autres qui nous restent. C'est comme si on parle de concrètement dans la ligne de temps. Puis après, je veux te laisser de l'expliquer parce que tu l'as fait dans ta conférence, de comment que ce processus-là se fait, tant au niveau associatif, de comment qu'on va vers les jeunes, puis comment qu'on se sent vers les jeunes, tant au niveau culturel qu'au niveau médiatique, qu'au niveau identitaire, pour faire justement quelque chose qui est attrayant aux jeunes, puis pas juste leur donner des jigs et des rigodons. Oui, mon Dieu, quelle introduction. Non, mais je pense qu'il faut... ce que je dis dans la conférence et ce en quoi je crois énormément, il faut repenser les choses que l'on fait de facto. On a tendance à folkloriser notre francophonie. Tu sais, quand on réfère aux Acadiens, on parle souvent de la grande déportation de 1755. C'est sûr, ça fait partie de leur histoire. C'est sûr qu'il faut y revenir parce que c'est quand même un événement duquel il faut apprendre des leçons. Ça, c'est sûr et certain. Même chose en Ontario. Tu sais, on parle encore des épingles à chapeau, on parle de Montfort, etc., etc. Mais il faut parler de la francophonie actuelle parce que sinon, on dit que le sous-texte, en fait, devient que la francophonie, c'était hier. Là, à partir de maintenant, si tu veux être actuel, il faut que tu parles anglais. Il y a quelque chose de plus cool ailleurs. Puis l'exposition aux produits culturels francophones est hyper importante, mais il faut aussi jauger quel produit on met à disposition. Encore une fois, si c'est un produit qui parle de la francophonie comme étant une pièce d'antiquité, ben ça se peut que tu récoltes ce que tu viens de semer, tu sais. Fait qu'il faut juste se garder au courant aussi des tendances, des formats aussi, tu sais, les médias sociaux, je sais, tout le monde, tu sais, le temps d'écran, les médias sociaux, c'est pas bon, on comprend tout ça, mais au-delà de ça, c'est là où ils sont les jeunes, puis nous autres, si on veut assurer la pérennisation de la francophonie au Canada, on doit se mettre sur le chemin des jeunes, ça veut dire les médias sociaux. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, tu as parlé de quelque chose de super important aussi, puis d'intéressant, le fait que, tu sais, en général, les Canadiens ont tout Netflix, Disney+, ainsi de suite, Prime et tout ça. Malheureusement, il n'y a pas autant de contenu francophone, même canadien, sur ces plateformes-là. C'est quoi, selon toi, la façon haute, maintenant, il y a les médias sociaux, mais de dire aux jeunes, OK, ces choses-là existent, si tu parles l'entremise, justement, des fonctions scolaires, si tu, à l'école, de leur montrer, voici ce qui est disponible, vous pouvez aller sur ces trucs-là pour visionner des trucs qui vous ressemblent. C'est quoi l'avenir de ça? Hey, pour vrai, si j'avais la réponse à cette question-là, je serais un homme profondément riche, mais je pense que, tu sais, bon... Qu'on se le dise d'entrée de jeu, en francophonie canadienne, les communautés scolaires sont centrales pour la transmission culturelle. Ouais. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas évacuer une notion de transmission culturelle à l'école en disant TFO fait du bon stuff, Télé-Québec fait du bon stuff, Radio-Canada fait du bon stuff. C'est sûr que ça prend ça. Après, il faut aussi faire attention comment on le présente. Si déjà dans la tête du jeune, le français, c'est pas cool, puis que tu me montres une série qui ne me parle pas, qui ne parle pas de mes enjeux, qui ne parle pas mon langage, je ne me vois pas dans les personnages, c'est aseptisé, c'est ci, c'est ça, ben ça va juste contribuer au déclin du français dans la tête du jeune. Donc, je pense d'une part, il y a un travail à faire au niveau de la production de produits pour s'assurer que ce soit des produits qui se peuvent, qui parlent aux jeunes, qui respectent ce qu'ils nous demandent, parce que c'est clair ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent de l'authenticité, de l'audace. C'est ça qu'ils veulent. Ouais. Fait que produisons ça et montrons ça. Mais si on continue à... Tu sais, si on présente des contenus aseptisés, on va avoir une réception aseptisée aussi, là. Tu as travaillé à TFO, tu travailles à Télé-Québec. J'aimerais savoir, c'est un arrière-plan que je connais pas, le monde de la télé, quand ça vient à la réalisation, au choix de contenu que vous faites. Est-ce qu'on va dire, surtout avec TFO, veut pas, c'est la télévision franco-ontarienne, on cible
oui, un marché franco-ontarien. Est-ce que c'est par là que ça se passe? On va dire on parle du contenu américain, des Netflix de ce monde. Est-ce que pour les francophonies minoritaires hors Québec, c'est aussi d'avoir un contenu non seulement franco-canadien québécois, surtout qui se retrouve sur des grandes chaînes, mais d'avoir cette réalité locale-là. Ça se peut que ça soit non aussi, là, la réponse, parce que, tu sais, Montelmont, je prends l'exemple, tu étais dedans, que tu vis en Acadie ou que tu vis dans l'Ouest, c'était des monstres dans un hôtel, puis... Il y en a partout, de ça, on le sait. Oui. C'est international. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. En fait, je ramènerais juste un argument que le temps presse. Ouais. Là, présentement, on a le vent d'en face, on est à contre-courant, puis peu importe ce qu'on veut faire, il faut le faire maintenant. Il faut le faire là. Il est déjà un tantinet trop tard, fait qu'il faut bouger maintenant. Donc, peu importe ce qu'on fait, qu'on le fasse de manière indépendante comme votre podcast, qu'on le fasse institutionnel comme une production chez TFO, chez Télé-Québec, chez Radio-Canada, si on a des idées pour changer les affaires, faut le faire là. Là is the good time. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça que je répondrai à ta question. Y a-t-il une étude de marché, justement, chez les jeunes, chez les différentes réalité francophone qui est faite par justement des groupes comme TFO, comme Radio-Canada? Est-ce qu'ils vont voir les jeunes pour dire de quoi on veut parler? Ça existe-tu, ça? Ou ça n'existe pas vraiment? Genre de comité de quelque sorte, justement, d'études de cas? Est-ce que ça serait déjà une bonne place à commencer, mettons? Ben, moi, je suis pas à l'intérieur de TFO, je suis pas à l'intérieur de Radio-Canada. Chaque institution a sa manière de faire. Chaque institution a un département de recherche. Fait que moi, je peux pas me prononcer sur ce qui se fait ailleurs. Je vais pas me prononcer sur ce qui se fait chez nous. Mais c'est certain, tu sais, je l'ai dit dans la conférence, essentiellement, les vrais spécialistes, ce sont nos jeunes. Mm-hmm. C'est eux autres qu'on essaie d'aller chercher. Mm-hmm. Fait que de les consulter, je peux pas voir comment ce serait une mauvaise affaire. Tu sais? Très bien répondu. Je pourrais me partir en politique. Oui, c'est ça. Le documentaire, évidemment, le titre, Le dernier Canadien français. C'est une réflexion sur ton identité franco-ontarienne. Tu es né au Québec, tu vis maintenant à Montréal. La réponse à ce questionnement-là, c'est abouti où? Pour toi? Nulle part. Nulle part. Je le sais pas. Je sais pas ce que je suis. Je sais que depuis longtemps, ce qui m'anime pour vrai, là, ce qui m'intéresse énormément au niveau identitaire, c'est le fait que je parle français. Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça qui me fait triper dans la vie. Je trouve ça me définit. Mm-hmm. Maintenant, si tu veux le coller à mon code postal, ben je suis québécois. Si tu veux le coller à ce que mon cœur me dit, je suis franco-ontarien. Je pensais matcher les deux en utilisant canadien-français, mais on n'utilise plus canadien-français. Fait que dans le fond, je parle français. Un francophone, en fait. Ouais, je suis un francophone. Mais il y a quelque chose de vivre en français, c'est pas vivre de la même façon dans une autre langue. Mais chaque langue a sa propre culture et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose de... culturel. Très culturel avec notre langue, oui, qui est associée comparativement. Je ne sais pas s'il y a ça pour... je ne peux pas me prononcer pour les autres langues, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment spécial par rapport à ça, mais qui n'est pas nécessairement connu de tout le monde et réfléchi nécessairement quand on le vit au quotidien. Fait qu'on parle en français, on est dans une place... Il va toujours avoir... Tu vas aller à l'épicerie, t'entends quelqu'un parler en français, tu vas commencer à parler en français avec cette personne-là. Je pense pas que ça existe nécessairement pour deux anglophones qui se connaissent pas, puis ça se peut que ça arrive, mais ça va pas inciter la conversation. Moi, j'ai le moment dans l'ascenseur. On a vécu chez nous l'autre jour, on était dans l'ascenseur, on se parlait en français. Puis après, on dit « Hello, au monsieur qui rentre dans l'ascenseur en même temps que nous », puis on monte plus haut. Puis après, en sortant, il nous dit « Passez une bonne journée ». Puis c'est des moments de francophone, de fierté, de comme... C'était pas nécessaire qu'ils me le disent en français, mais c'est comme cette volonté de plus là de faire « On va se parler dans notre... » Oui, mais la nuance à emmener, c'est que nous, on a vécu en milieu minoritaire. Oui. Fait que, tu sais, mettons, moi, je vais faire mon épicerie cet après-midi sur le plateau Mont-Royal. Quelqu'un me parle en français, c'est juste très normal. Ben oui. Fait que je pense que la diade que tu essaies de créer ici, Marc-André, c'est que nous, tu sais, en milieu minoritaire, c'est sûr qu'on réagit quand on entend du français. Je reviens de voyage, on était assis d'un couple, à côté d'un couple québécois dans un restaurant. C'est « Ah, ben, ils viennent de Chambly! » Puis on parle en français! Puis on a les mêmes référents, tu sais.
Mais est-ce qu'en milieu majoritaire, comme au Québec, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que le français, c'est une langue de cœur. C'est une langue, tu sais, c'est la langue de l'amour, on est beaucoup dans l'émotionnel, on met du fluff. Quand tu regardes une phrase écrite en français versus sa traduction en anglais, qui est un langage beaucoup plus technique, beaucoup plus direct, le français, tu mets des fioritures là-dedans, mais calme-toi, tu sais. Mais ça demeure une langue de cœur, ça, c'est vrai. Mais je pense que pour nous, cette espèce de surprise puis de bonheur de trouver un autre francophone, c'est à cause qu'on a vécu en milieu minoritaire, tu sais. Je suis d'accord avec ça parce que avoir vécu à Hawkesbury, je ne l'avais pas vécu avant de déménager à Ottawa. Parce que Hawkesbury, c'est majoritairement francophone. Exact. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis où je suis franco-ontarien, mais j'ai tellement grandi sur le bord de la frontière que toute ma culture a été beaucoup québécoise à mes débuts. Puis j'ai découvert le fait que j'étais franco-ontarien plus tard dans ma vie, moi. Puis j'étais comme, il y a une fierté que je savais pas qui existait parce que j'ai vu la réalité en dehors de ma petite ville, tu sais. Est-ce que, évidemment, tu la vis au quotidien, là, maintenant, tu es à Montréal, tout ça, est-ce que quand tu retournes, tu as comme ce sentiment-là, ce déclic-là qui revient, ou c'est la même chose que tu sois ici à Ottawa ou dans une autre communauté, justement? Pas Saint-Hyacinthe, là, mais... Je retourne pas. Exactement, c'est ça. Ce déclic-là, en fait, c'est je suis juste fidèle à moi-même. Quand je suis à Montréal, je suis dans le même mood, tu sais. Mais tu veux dire au niveau de la surprise, au niveau je trouve ça agréable de me faire servir en français à Sudbury, genre? Oui, mais plutôt, j'imagine, c'est ça. La différence entre quand que tu le vis au quotidien, puis là, après ça, c'est comme, ce rappel-là. Parce que j'ai l'impression que l'humain, en général, quand on le vit pas, on a de la misère à s'identifier à quelque chose. Ouais. Donc, c'est ça un peu ma question. C'est par rapport à quand on le vit dans un milieu qui est constant, est-ce qu'on finit par c'est que ça devient d'une certaine façon. Un certain choix de parler en français, parce que je pourrais vivre ma vie en anglais à Ottawa, puis elle serait 10 fois plus simple. Non, pour vrai, ben oui, je me casserais pas la tête, je demanderais pas à du monde que je sais clairement qu'ils vont pas parler en français parce que parles-tu en français? Non. OK, merci. J'aimerais avoir un steak. Tu sais, d'avoir ces moments-là qui sont... Oui, pour nous autres, c'est des moments qu'on dit c'est important de demander nos services en français, c'est d'essayer de vivre sa francophonie, mais tu peux tout au contraire juste faire, juste la vivre en anglais. Ça va être ça. Comme au Québec, tu peux juste... Tu sais, je vis en français, puis that's it. En fait, non, je suis super privilégié de vivre en français. Mais les Québécois aussi vivent leur réalité avec la langue française. Il y a un déclin qui est marqué, surtout sur l'île de Montréal. Puis moi, je me joins aux chums québécois qui veulent sauvegarder la langue. Là. Pour moi, c'est un sujet qui m'habite autant en Ontario qu'au Yukon qu'au Québec, évidemment, qu'en Acadie. Ça fait que ce déclic-là, je pense qu'il est juste un petit peu différent parce que quand j'arrive en Ontario, mais je suis chez nous. Je connais l'Ontario comme le fond de ma poche. Au Québec, c'est sûr que je m'attends à me faire servir en français, mais tu sais, des fois, l'exemple de base que tout le monde utilise tout le temps, mais tu descends sur Sainte-Catherine, tu rentres chez H&M, tu te fais dire « hello », moi, ça me fait bad tripper. je me dis « non, ça devrait pas exister, ça. » Ça me fait un petit peu bad tripper. Fait que le déclic est là, il est un petit peu différent, mais il faut pas oublier que il y a juste les francophonies minoritaires qui vivent une réalité en déclin. Le Québec aussi vit ses propres affaires. D'autant plus que c'est un avantage de plus qu'on se mette ensemble et qu'on se remette à se reparler en gang parce que nous autres, ça fait... Depuis toujours en francophonie canadienne, on est minoritaire. Les Québécois sont en train de vivre un déclin. Nous autres, on a appris des affaires au fil du temps qu'on peut transmettre aux Québécois. Puis la résilience des Québécois, on peut en apprendre aussi. Fait qu'il y a une espèce d'argument à être fait sur ces fameux déclics-là pour justement une espèce d'union des francophones au pays qui est essentielle, encore une fois, pour la pérennisation de nos communautés, tu sais. Parce que le but, c'est la même affaire. C'est toujours ça, de pérenniser le français au Canada. Pour la pérennité, il y a un déclin. La population, il faudrait qu'elle monte ou qu'elle se stabilise, du moins. Là. Tu le vois-tu comme ça? C'est quoi les solutions? Faire plein de bébés francophones puis que les curés font des tournées de maison pour dire « il y a 10-12 enfants comme qu'ils ont fait dans le Grand Nord. » Ça serait quoi ou c'est-tu juste une réalité qu'on vit ou que la francophonie va devenir un genre de bilinguisme
Mais franglais. je t'avoue, j'ai pas la sagesse de vous répondre ou l'audace de vous répondre. Ce que ça prend, c'est du monde, c'est sûr et certain, qui vont mettre leurs pieds à terre puis qui vont vivre leur vie en français aux quatre coins du pays. À partir de là, si ça prend plus de bébés, bon, c'est sûr que numériquement, ça nous prend plus de monde à un moment donné. Mais on retombe beaucoup sur l'immigration, mais encore faut-il bien la faire, l'immigration. Bien la proposer, comme tu dis bien aussi. la proposer. Ça, j'aimerais que tu expliques ce moment-là, parce que c'est pas quelque chose... J'étais aucunement au courant de ça. Aucunement au courant de... On vend un peu le rêve canadien comme si c'était le rêve américain. Mais tu sais, il y a des exemples, puis c'est drôle parce que je viens de m'entretenir avec une dame qui travaille pour un organisme qui présente le Canada francophone à l'étranger. Comme c'est vrai, on aimait à tout. Ça a été une rencontre intéressante, mais tu sais, il y a eu certains exemples de nouveaux arrivants qui arrivent puis qui se sont fait dire, toi, tu débarques à Pearson, tout le monde va parler en français parce que le Canada est bilingue. C'est ça qui est ça. Fait que, puis là, mais tu débarques à Pearson, il n'y a pas un mot de français qui se parle. C'est très un cas de oui, mais non. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Bon, moi, c'est pas grave si on ne parle pas en français. Pour le principe, c'est grave qu'on ne parle pas en français à Pearson. Mais tu peux te débrouiller, mais je parle parfaitement anglais, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle d'immigration francophone, c'est qu'on joue avec la vie des gens. Puis quand on joue avec la vie des gens, on parle de dignité humaine, on parle de est-ce qu'il y a ce qu'il faut, est-ce qu'il y a les ressources, les opportunités nécessaires pour qu'un nouvel arrivant construise sa vie de manière digne, non seulement pour lui, mais pour ses enfants. Parce que si la réponse à ça, c'est non, on a juste une statistique, cette personne-là va faire comme n'importe qui. Nous autres aussi, on ferait ça. On s'angliciserait parce qu'il y a plus d'opportunités, parce qu'il y a plus de ressources de l'autre côté. Fait qu'il faut juste s'assurer que ce que l'on vend est réel et... On le soutient. Qu'on se tienne, mais aussi qu'on les soutienne quand ils arrivent, qu'on offre ces ressources-là, ces opportunités-là, ces occasions, puis qu'on leur fasse de la place dans nos communautés, une vraie place, pas juste une place de vase dans la bibliothèque du salon, là, tu sais. Ouais. Il va se diriger en politique, lui. Peut-être Non. un jour. Non? Ça tenterait pas? Vraiment pas. Vraiment pas? Même pas conseiller municipal, disons. Non. Non. Un autre oui, mais non. Tu sais, Rideau, Vanier, Ottawa. J'habite à Montréal. Ouais, mais ça se déménage, le monde. Ouais. Non. Non, les loyers sont chers, je le blâme pas. C'est la seule raison. Je suis convaincu. Tes plans futurs de projets, de trucs que tu as le goût de faire, ça ressemble à quoi? T'as-tu des idées de... Est-ce que le documentaire, ça t'a vraiment allumé, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais poursuivre? En fait, le documentaire, pour moi, c'est un super bon médium quand tu as quelque chose à dire. Fait que tant aussi longtemps que t'as pas quelque chose à dire, fais pas de documentaire, non, ça va être sert à rien, mais oui, moi j'ai en tête un documentaire que j'aimerais beaucoup mettre de l'avant, qui vise à justement essayer d'étudier la question. Tu sais, dans ma conférence, je parlais d'un jeune à un moment donné qui m'a dit, oui, mais Pascal, le français c'est pas cool. Puis sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment poche comme explication, mais après ça, j'ai réalisé à quel point c'était une sage parole, de laquelle, si j'étais intelligent, je tirerais des conclusions. Donc, il y a comme un projet qui se brasse dans ma tête et dans celle de ma conjointe, encore une fois, on coproduit on co-crée nos documentaires, justement pour essayer d'étudier cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, pas cool? Ça vient d'où? Puis essayer d'attaquer là où est-ce que le fer est chaud. Fait que si c'est vrai que c'est pas cool dans la tête de certains jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ce tag-là, tu sais? Est-ce que tu penses que ça existe juste chez les gens qui sont bilingues? Et les gens unilingues, est-ce qu'ils vont jamais dire, mettons, c'est pas cool cette langue-là? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est le fait d'avoir une autre langue dans sa poche arrière qui fait en sorte que l'une est plus cool que l'autre? Oui, mais même les unilingues vont consommer énormément de produits culturels anglophones. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est plus cool. Il y a plus de ressources, il y a plus de power, il y a plus de populaire. Oui. C'est voir The Rock versus voir Guillaume Lepage. Il y en a un, je trippe plus que l'autre. Mais l'affaire, c'est que tout le monde en parle, il devrait juste péter du monde sur des tables, puis tout s'arrangerait. C'est juste ça, l'affaire. C'est à ce moment-ci que ça chire, l'entrevue? Ouais. Un grand merci. Les gens peuvent aller voir le documentaire. Sur tout.tv, le dernier Canadien français, c'est disponible probablement pour toujours, parce que c'est ça que j'ai signé dans mon contrat. La perpétuité. Merci Pascal Justin Boyer. Et voilà. Merci les garçons, toujours un plaisir.